Le journal de l'Afrique en direct sur France 24, édition spéciale ce soir consacrée à la mort de Pierre Nkurunziza. Le président du Burundi s'est éteint à l'âge de 55 ans, officiellement d'un arrêt cardiaque. Un deuil national de 7 jours a été décrété à compter d'aujourd'hui. Son épouse Denise Boukoumi est hospitalisée au Kenya depuis la semaine dernière. Selon certaines sources, elle serait atteinte du Covid-19, ce que les autorités ont toujours démenti. Nous irons dans cette édition au Kenya retrouver notre correspondant Bastien Renouille. Nous partirons également au Rwanda, le pays avec lequel les relations étaient les plus tendues. Nous serons en direct avec Esdras Dikoumana, journaliste à RFI et ancien correspondant de la radio à Bujumbura. Et puis Nicolas Germain est avec nous, il nous accompagnera tout au long de cette édition spéciale. Mais avant cela, on va revenir sur le personnage de Pierre Nkurunziza. Issu des rangs de la rébellion Hutu, il a passé 15 ans au pouvoir. On retiendra son 3e mandat en 2015, un passage en force qui fera plusieurs centaines de morts. Une révision constitutionnelle en 2018 pour rester au pouvoir jusqu'en 2034 et un renoncement à un 4e mandat. Son successeur, élu le 20 mai dernier, doit prêter serment au mois d'août. Son portrait signé Florent Rodeau. Né en 1963, Pierre Nkurunziza baigne très tôt dans le monde politique, son père étant membre du Parlement. En 1995, 2 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 300 000 morts, il rejoint les rangs des FDD, les Forces de défense pour la démocratie. Il deviendra plus tard président de son Conseil national, ses premiers pas en politique. Son apogée ne tarde pas. En 2005, il remporte la présidentielle burundaise lors de sa première participation. Une élection unique, car ce sont l'Assemblée nationale et le Sénat qui désignent le vainqueur. 5 ans plus tard, l'opposition boycotte l'élection du chef de l'État. Pierre Nkurunziza est réélu. Très croyant, il se disait régulièrement choisi par Dieu pour diriger son pays. Après une décennie au pouvoir, il brigue en 2015 un 3e mandat consécutif, faisant fi de la Constitution. Une candidature controversée et une victoire qui plonge le Burundi dans une sévère crise politique. 1200 morts au bas mot lors des violences post-électorales, 400 000 Burundais choisissent de fuir vers les pays voisins. L'ONU et plusieurs ONG l'accusent de cibler les opposants et les journalistes, ce que le pouvoir dément. En 2020, à la surprise générale, il laisse sa place à Évariste Ndayishimiye en vue de la présidentielle. Le 3e mandat de Pierre Nkurunziza devait se terminer au mois d'août. Et Esdras Dikoumana, journaliste à RFI et ancien correspondant de la radio dans le pays, est avec nous. Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Esdras, tout d'abord, avez-vous des informations sur ce qui se passe en ce moment à Bujumbura? Quelle est la situation sur place après cette annonce? Alors, quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui à Bujumbura? C'est plutôt c'est plutôt calme. Comme vous l'avez dit, le gouvernement a décrété 7 jours de deuil national. Les drapeaux commencent à être mis en berne. Tout de suite après, la radio-télévision nationale a interrompu ses émissions. Désormais, elle ne passe plus que de la musique religieuse en Kirundi uniquement. Il n'y a pas les journaux comme d'habitude. La radio-télévision nationale, que ce soit la radio ou la télévision, a passé jusqu'ici le communiqué du gouvernement qui annonce la mort inopinée du président Pierre Nkurunziza, donc rien de plus. Dans nos cas, c'est ce qui se passe sur ce plan-là. Alors, sur le plan institutionnel, il y a des réunions qui se sont succédées toute la journée à la présidence de la République Ntare Rushatsi, des réunions préliminaires d'abord qui ont préparé une réunion de crise qui est constituée par un petit comité qui est composé essentiellement des généraux qui contrôlent le pouvoir burundais. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à répartir, à décider un peu ce qui va se passer, notamment l'annonce, comment va se faire l'annonce, comme ça s'est fait en communiqué, lui à la radio-télévision nationale par le porte-parole du gouvernement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas encore. Les réunions se poursuivent à l'heure qu'il est. Ils sont en train d'organiser un peu comment va se dérouler la succession. Alors, la constitution du Burundi prévoit notamment que c'est le président de l'Assemblée nationale qui succède au chef de l'État. S'il y a, donc, si celui-ci décède, comme dans ce cas-là, mais une autre voie serait envisagée pour le moment, celle de faire prêter serment au président et lui rapidement de faire reconnaître par la Cour constitutionnelle donc cette vacance de pouvoir
et puis de lui faire prêter serment le plus rapidement possible. Il devait prêter serment, je le rappelle, au mois d'août prochain. Alors, vous avez été correspondant d'RFI au Burundi, je le disais, pendant des années. Que retiendrez-vous de ces mandats de Pierre Nkurunziza, de son bilan? Alors, ça fait 15 ans de pouvoir pour le président Pierre Nkurunziza. Sur ces 15 ans, il faut dire que les premières années ont été marquées par des mesures plutôt populaires. Ça a été l'instauration de la gratuité dans l'enseignement à l'école primaire, la gratuité de l'accouchement et la gratuité des soins de santé pour les moins de 5 ans, pour les enfants de moins de 5 ans. Autre mesure qui a satisfait les parents, c'est la construction de milliers d'écoles. Près de 10 000 écoles, salles de classe ont été construites dans le pays pendant toutes ces années, généralement par la population. Donc voilà, ça c'est le côté positif. D'autre part, ces 15 années ont été marquées par des crises à répétition, beaucoup de violations graves des droits de l'homme. Ce que je peux vous rappeler juste, c'est que une année après l'accession de Pierre Nkurunziza au pouvoir, il y a une quarantaine de membres du parti FNL, l'actuel CNL d'Agathon Rwasa, l'actuel principal parti d'opposition, qui était en prison, qui avait été retiré de prison, assassiné une trentaine, assassiné, j'étais dans une rivière. Ça, c'était vraiment, voilà, ça c'était dès les premières années. Alors, il y a eu plusieurs crises, et notamment jusqu'à celle de 2015. 2015, c'est le troisième mandat dans laquelle tout le monde s'est opposé en expliquant que c'était en violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le président a obtenu son mandat en usant notamment d'une répression sanglante, notamment, et qui s'est poursuivie. Le pays, économiquement, est à bout de souffle. Un chiffre pour le résumer, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2005, c'est-à-dire en 2005, c'est à la fin de la guerre civile, il y a 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, en 2014, selon la Banque mondiale, 75% de la population du Burundi vit en dessous du seuil de pauvreté, 10% de plus au bout de 15 ans de pouvoir du président Nkurunziza. Merci beaucoup Esdras Dikoumana, journaliste à RFI, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur la situation, sur votre vécu aussi en tant que journaliste sur place. Nicolas Germain, on est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Vous aussi, vous connaissez bien le Burundi. Vous avez d'ailleurs déjà interviewé Pierre Nkurunziza. Que retiendrez-vous de cette interview, de cette rencontre avec le président burundais? Oui, c'était une interview dans un grand hôtel parisien en 2014. De prime abord, il apparaissait comme quelqu'un d'assez calme, presque effacé, peu bavard, qui répondait pas directement aux questions. Mais si on écoute ses détracteurs, c'était en fait quelqu'un d'impitoyable, un ancien chef rebelle qui a gouverné le pays pendant 15 ans, 3 mandats avec une poigne de fer. Ce qu'il faut dire aussi sur lui, c'est que c'était un évangéliste qui parlait tout le temps de Dieu. Il disait que si c'est Dieu qui voulait qu'il soit président. Et puis dans le contexte actuel du coronavirus, il avait dit récemment que c'est Dieu qui avait purifié l'air du Burundi, ce qui expliquait selon lui pourquoi il y avait très peu de cas de Covid-19 dans son pays. Alors, tout va basculer en 2015 et Esdras en a un petit peu parlé, avec une grave crise politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez sur place à l'époque. Oui, en 2015, donc il annonce qu'il va briguer une troisième candidature controversée. Ça provoque d'immenses manifestations. Moi, j'étais là en juillet au moment du vote. La nuit, on entendait des tirs. Le matin, on retrouvait des cadavres d'opposants dans la rue. C'était une ambiance très tendue. Et donc, cette crise a provoqué la mort de centaines de personnes. Et il y a eu jusqu'à 400 000 réfugiés dans les pays voisins, notamment dans les camps de réfugiés en Tanzanie et en Ouganda. Et avec ma collègue Julie Dungoloff, on a fait un documentaire pour France 24, Burundi à visage caché, dans ces camps de réfugiés. On a demandé à ces Burundais pourquoi est-ce qu'ils avaient fui le régime de Pierre Nkurunziza. Et tous, ils nous disaient la même réponse. On a fui à cause des Imbonerakure, c'est-à-dire la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, qui, selon eux, eh bien, les harcelaient tous ceux qui ne soutenaient pas le régime et ont forcé ces gens à fuir le pays. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont maintenant retournés au Burundi. La question maintenant, c'est est-ce qu'avec le dauphin de Pierre Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye, est-ce que ce système va perdurer? Certains analystes sont plutôt optimistes. Ils pensent qu'il va être plus conciliant, moins dogmatique que Pierre Nkurunziza, qui va notamment peut-être chercher des aides internationales de la communauté internationale. Alors, merci beaucoup Nicolas Germain. Alors, vous évoquiez ces violences, vous l'avez dit, qui ont poussé des centaines de milliers de Burundais à quitter leur pays et à se réfugier dans les pays voisins, principalement au Rwanda, en Tanzanie et au Kenya. On va y aller justement au Kenya, où la première dame, Denise Bukumi, est hospitalisée depuis la semaine dernière. Des sources médicales ont confirmé à notre correspondant qu'elle était atteinte du Covid-19, mais les autorités burundaises ont toujours démenti. Bastien Renouille revient sur cette hospitalisation et sur les réactions dans la région. Écoutez.
Denis Nkurunziza est toujours hospitalisé à l'hôpital Aga Khan de Nairobi selon plusieurs sources médicales. La première dame burundaise est bel et bien atteinte du coronavirus. Et ce n'est pas la première personnalité burundaise à être soignée à Nairobi à cause de ce virus, puisque selon plusieurs médias kenyans, le ministre de la Santé burundais lui-même aurait été soigné à Nairobi il y a de cela quelques semaines. Le gouvernement kényan a refusé de commenter ces informations. En revanche, il a été très prompt à réagir à la mort de Pierre Nkurunziza, puisque Uhuru Kenyatta est l'un des premiers leaders africains à avoir envoyé une lettre de condoléances au peuple burundais, affirmant qu'il pleurait la mort d'un grand leader d'Afrique de l'Est. Si Uhuru Kenyatta a été très rapide pour réagir, c'est probablement dans les camps de réfugiés de la région que les réactions seront les plus importantes. Pourquoi ? Eh bien car des centaines de milliers de Burundais réfugiés dans les pays d'Afrique de l'Est estiment que c'est la faute du régime en place, la faute de Pierre Nkurunziza, si des violences ont éclaté en 2015, des violences qui les ont forcés à quitter leur pays pour se réfugier au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, où ils sont extrêmement nombreux à la frontière avec le Burundi, ou encore au Rwanda. Et c'est probablement au Rwanda que les conséquences géopolitiques de la mort de Pierre Nkurunziza seront les plus importantes. Alors vous avez entendu Bastien Renouille, c'est au Rwanda que les séquences de la mort de Nkurunziza seront les plus importantes. On va justement s'y rendre pour mieux comprendre pourquoi ces deux pays entretiennent des relations tendues depuis plusieurs années. La correspondance de Simon Wolfart. Le Rwanda et le Burundi sont des pays limitrophes, mais les relations entre Kigali et Bujumbura sont tumultueuses et depuis des années. En 2015, lors de la crise politique au Burundi qui a suivi l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat, Bujumbura accusait le Rwanda d'entretenir ses ennemis en offrant un refuge aux politiciens, activistes de la société civile et aux journalistes que le régime burundais considère comme des putschistes. Le Rwanda accueille à ce jour près de 70 000 réfugiés burundais enregistrés par l'UNHCR. Pour sa part, Kigali accusait Bujumbura de soutenir le groupe rebelle Hutu FDLR hostile aux autorités rwandaises. Mais plus récemment, Kigali a voulu user de l'élection d'Evariste Ndayishimiye à la présidence du Burundi pour normaliser les relations entre les deux pays. Après avoir salué son élection, le gouvernement rwandais a déclaré qu'il accueillerait à bras ouverts toute volonté de normalisation de la part de Bujumbura. Avec le décès du guide suprême du patriotisme Pierre Nkurunziza, il ne tient qu'à son successeur Evariste Ndayishimiye, qui doit être investi le 20 août prochain, de répondre à cet appel de Kigali. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la mort du président Pierre Nkurunziza. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup Nicolas Germain de nous avoir accompagnés. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Que ce soit dans les rues des villes ou au fond des océans, il y a aujourd'hui quantité de masques et de gants jetables, conséquence de cette pandémie. Les prémices d'une nouvelle pollution et pourtant il y a des solutions pour la fin de vie de ces déchets et c'est cette semaine dans Élémentaire. Élémentaire, à voir sur France 24 et france24.com.